Dans l'histoire secrète de ma famille, il est un être mystérieux que l'on invoque de temps à autre dans la conversation le bûcheron voyant. Je suis la seule à savoir avec certitude qu'il s'agit d'une personne réelle, car je l'ai rencontré. Les paroles qu'il m'a adressées ont résonné à travers les années, me mettant au défi de faire confiance à ce que je ne peux pas encore voir clairement. Pendant les 2 premières années de mes études de médecine, j'ai vécu à Kansas City, dans le Kansas, avec 4 autres étudiants dans une vaste maison Brewster, légèrement délabrée, située en face du campus du centre médical. Elle avait appartenu auparavant à un couple âgé. Le mari était décédé et la femme avait été placée dans une maison de retraite. Je ne connaissais cette femme qu'à ou à travers son magnifique jardin à l'arrière, rempli de buissons de pivoines anciennes, qui produisaient au printemps des fleurs exubérantes, dont le parfum entêtant, et les fourmis envahissaient toute la maison. Je m'occupais de ces pivoines avec tendresse, et aujourd'hui encore, je cherche toujours des plantes ayant le même impact aromatique. L'étage inférieur était recouvert d'une moquette vert gazon et disposait d'une cuisine en longueur dont je me souviens surtout comme l'endroit où je me suis un jour sectionné le bout du majeur gauche. Heureusement, les urgences n'étaient qu'à ou à quelques pas, et j'y suis allée à pied, tenant le morceau détaché jusqu'à ce que le médecin le recouse. Parmi mes colocataires, j'étais la plus proche d'Angie, une jeune fille studieuse originaire du Kansas rural, la personne la plus organisée que j'ai jamais rencontrée. Elle semblait s'émerveiller de mon mépris relativement insouciant pour l'assiduité aux cours ou le fait de se coucher à des heures raisonnables. Un soir, de sa chambre, elle m'a interpellée alors que je sortais. C'est toi qui trouveras quelqu'un en premier. Moi, je serais encore ici en train d'étudier. La vérité est que j'éprouvais de l'anxiété et de la méfiance à l'égard des relations. Je venais de survivre à mon enfance, avec ces 2 sentinelles qu'étaient la violence et le silence. J'avais regardé le mariage de mes parents se dissoudre dans un bain d'acide d'acrimonie et d'évitement. J'avais fait de mon moi extérieur un miroir lisse reflétant des surfaces plaisantes et fades, comme pour dire « rien à voir ici ». Mon esprit cependant était un fourré sombre. Je m'y frayais un chemin du mieux que je pouvais, espérant qu'il me mènerait, égratigné et écuré mais intact, vers une clairière. La prévoyance et la clarté étaient des luxes insondables. J'avais retenu une expression, quelque part, qui décrivait ma vision du monde, au travers d'un verre, obscurément. À l'époque, j'ignorais toute sa provenance. Lorsqu'Angie a déménagé à Denver pour commencer son internat, j'achevais ma dernière année de médecine à Kansas City. J'avais pris une année supplémentaire pour me former en pathologie, pensant que ce serait mon domaine de pratique là non plus. Aucune prévoyance. Je suis aujourd'hui oncologue et gériatre. Quand je parlais à Angie, elle déplorait toujours le vide là où elle pensait qu'un mari devrait se trouver, ses projets de famille et de carrière, ne s'épanouissant pas comme les fleurs de pivoine, suivant leur instinct profond. Nous avons échafaudé un plan, j'irai lui rendre visite, nous sortirions dans des bars, et je serais sa complice. J'activerais tout le charme et le bagou d'une hôtesse, d'un guide touristique, d'un bonimenteur de foire. Je repérerais les hommes les plus sobres et les amènerais dans le cercle de calme et de sérénité dont elle s'entourait partout où elle allait. Nous sommes partis de son appartement à pied vers les rues animées de Denver. Nous avons traversé un quartier résidentiel où les habitants avaient organisé une fête de rue, sortant tables, chaises, glacières et barbecue dans l'air de la nuit. Devant une maison, il y avait une grande table ronde en chêne posée sur la pelouse, accompagnée de ces chaises adossées à lattes et assises rondes qui évoquent immanquablement les salles à manger et les gratins du Midwest, vers 1985. Plusieurs personnes étaient assises à table, dont un homme impassible avec une grande barbe et une chemise en flanelle boutonnée. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je l'ai immédiatement imaginé marchant dans les bois, une hache sur l'épaule. « Et » nous a-t-il lancé. « Vous voulez une séance de voyance ?» C'était bien l'une des dernières choses que je m'attendais à m'entendre demander par un homme barbu, assis à sa table de salle à manger en extérieur. Il avait les mains à plat sur la table, une bouteille de bière à côté d'elle. Il semblait avoir la fin de la vingtaine ou le début de la trentaine. Surprise mais intriguée, nous nous sommes assises. Il a pointé Angie du doigt et a dit « On va commencer par toi. Que veux-tu savoir? Sur l'amour ?» Nous avons acquiescé. « Tu vas rencontrer quelqu'un bientôt, » a-t-il dit. Je le vois. Ce sera peut-être même ce soir. Il nous a regardés d'un air entendu. Angie et moi avons échangé un regard. « Eh bien, ça n'arrivera pas, » a-t-elle dit.
Son visage s'est assombri lorsqu'il s'est tourné vers moi. Tu ne rencontreras personne en qui tu auras confiance avant tes 33 ans. Il s'est arrêté là et s'est adossé à sa chaise. J'ai senti une bouffée d'anxiété dans ma poitrine encore 7 ans, mais j'ai pris soin de ne pas montrer ma déception. Nous avons laissé le silence s'installer quelques instants avant de le remercier maladroitement, de nous lever et de reprendre notre chemin, prise d'un fou rire dès que nous fûmes hors de portée de voix. La nuit fut longue. J'ai consciencieusement parcouru les barres bondées, amadouant tout homme qui établissait un contact visuel raisonnable, mais pas trop insistant, pour qu'il me suive jusqu'à l'endroit où Angie était postée, souveraine et impatiente. Un par un, elle les a éconduits, et ils s'écartaient pour se fondre à nouveau dans la foule. Elle était manifestement déçue par les choix proposés, et un certain stoïcisme se lisait sur son visage. Nous avons décidé de rentrer à son appartement, en taxi cette fois. En attendant notre voiture, je me suis affalée sur une chaise dans l'entrée du dernier bar. Angie se tenait à quelques mètres de là, appuyée contre un mur, les bras croisés. Entre nous se trouvait un homme qui regardait droit devant lui, attendant lui aussi. J'ai soupiré et j'ai engagé la conversation avec lui. J'ai obtenu son nom et quelques détails démographiques, tout en le surveillant pour déceler tout signe de psychopathie latente. Mon évaluation sommaire étant satisfaisante, je l'ai désigné à travers lui, et j'ai dit « Vous devriez rencontrer mon ami. S'il vous plaît, demandez-lui son numéro. » Je n'ai pas entendu ce qu'il lui a dit, lorsqu'il s'est approché d'elle. Je suis restée affalée sur ma chaise, les pieds endoloris. La conversation fut brève et sembla susciter peu de réaction chez Angie. Cependant, alors que nous sortions, elle m'a dit qu'elle lui avait donné son numéro. Cela semblait être, peut-être, une façon de ne pas rayer définitivement la nuit de la liste des espoirs déçus. Il l'a appelée. Ils ont eu un premier rendez-vous puis un deuxième. J'ai parlé à Angie au téléphone à quelques reprises au cours des mois suivants, et elle semblait incertaine, anxieuse quant à ses sentiments et aux siens. Ne sois pas impatiente, lui ai-je dit. Les choses ne sont pas toujours claires au début. Laisse-les s'éclaircir. Ensuite, tu pourras décider. Toi seul peux savoir ces choses. Seulement elle et le bûcheron voyant, ai-je pensé sans le dire. Ils se sont mariés, bien sûr. Ce n'est pas une histoire destinée à subvertir les attentes. Il n'y a pas de coup de théâtre. La petite part de prévoyance que le bûcheron voyant nous avait offerte ce soir-là s'est déroulée exactement comme il l'avait prédit. Je suis partie faire mon internat à Chicago l'année suivante, et les 7 années qui suivirent furent marquées par plusieurs relations significatives, chacune manquant de peu de toucher à l'ineffable et au durable, mais le sentiment de confiance faisait toujours défaut. Cela me semblait être le produit du fourré sombre, dans lequel j'étais encore embourbée plutôt qu'un manque chez mes partenaires. Je ne pouvais pas voir. Je ne pouvais pas être vue. Le verre était encore obscur. À 33 ans, l'âge auquel le bûcheron voyant avait dit que je trouverais quelqu'un en qui j'aurais confiance, j'ai rencontré Kevin, mon futur époux. Il avait fait des études de théologie et était imprégné de mystique, de transcendance, de la lutte pour voir à travers le fourré épais et le verre obscur jusqu'au cœur des choses. Contrairement à lui, je ne m'étais jamais coltée avec les textes sacrés. Il connaissait le verset complet de la Bible, que je n'avais connu que partiellement. Aujourd'hui, nous voyons au travers d'un verre, obscurément, mais alors ce sera face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connue. Peut-être le bûcheron voyant participait-il de cette connaissance divine, ou peut-être, comme je le soupçonne, était-il un homme ordinaire avec un numéro temporaire et 2 intuitions chanceuses. Quoi qu'il en soit, il est entré dans le lexique de notre mariage. Lorsque Kevin et moi sommes nerveux à propos de l'avenir, l'un de nous dit en plaisantant « J'aimerais bien pouvoir demander au bûcheron voyant ce qu'il faut faire ensuite. » Nous en rions peut-être, mais nous ne voulons pas vraiment savoir à l'avance comment notre histoire va se dérouler. Nous acquérons de la clarté, tout comme de la confiance, en vivant ce déroulement ensemble, en acceptant de marcher côte à côte vers un avenir que nous ne pouvons pas encore voir.